Bonsoir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il était venu apporter son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée internationale de la liberté de la presse, occasion d'attirer l'attention sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Elle s'appelle Adama Ouri Diallo. Cette fillette de 10 ans est victime du mauvais traitement de 2 femmes qui l'ont attachée et mis le feu à ses mains. Elle lui reproche d'avoir volé 20 000 francs guinéens. Bonsoir, audience au palais Sékou Touré. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience cet après-midi l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il était venu s'enquérir de la situation de la lutte contre Ebola en Guinée. Les deux hommes ont également évoqué plusieurs questions liées au développement de l'Afrique. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Olusegun Obasanjo à Sékou Touré cet après-midi. Reçu en audience par son frère et ami professeur Alpha Condé, l'ex-président nigérian était venu s'enquérir de l'évolution de la lutte contre le virus Ebola. Avec le président de la République, il a eu toutes les informations liées à la crise du virus Ebola et la gestion de l'après-crise. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont parlé des résultats de la dernière réunion de la Banque mondiale et la mobilisation de fonds pour faire face à l'après-Ebola dans les 3 pays touchés. J'ai rencontré le président, il m'a mis à jour, il a donné l'évaluation et il m'a fait comprendre que les 3 pays ont besoin à peu près de 6 milliards de dollars. Immédiatement, la Banque mondiale a promis 600 millions de dollars et les États-Unis ont promis 1,5 milliard de dollars. Immédiatement, un tiers de ce qui est demandé est obtenu. En plus de la contribution des institutions financières, Olusegun Obasanjo a lancé un appel à la communauté internationale et aux pays africains. Maintenant, il reste à nous de faire pression sur la communauté internationale et voir nous autres pays africains comment est-ce que nous allons faire pour que l'on arrive à obtenir les 6 milliards de dollars pour que les pays, 3 pays arrivent à se relever. Aussi, avec mon frère, on a parlé des problèmes qui font face à l'Afrique, à part d'Ebola, c'est-à-dire le problème de sécurité. Nous avons aussi parlé de l'intégration du développement économique de la sous-région ouest-africaine. En écoutant mon frère, j'ai compris que nous avons des problèmes. Mais aussi, j'ai senti que nous avons aussi l'espoir. Les deux hommes ont aussi évoqué plusieurs questions, notamment celles axées sur les grands problèmes du continent. C'est un président visiblement marqué par cette visite d'amitié qui a accompagné son hôte. La CENI poursuit ses activités dans la perspective de la présidentielle du 11 octobre prochain. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté dans la région forestière. La ville de Nzérékouré a constitué la première étape. Le point avec Mohamed Salou Paye, Cheikh Sanoussi Sanko. Cette opération exceptionnelle est un des actes majeurs de la CENI, en prélude aux élections prochaines, notamment la présidentielle de cette année 2015. En officialisant le démarrage effectif de ces opérations de révision et d'enrôlement, le gouverneur de la région de Nzérékouré a rappelé tout le sérieux qui caractérise cette étape. L'exception qui vient d'être faite se justifie en raison du fait qu'au moment où on arrêtait le recensement, autrement dit l'enrôlement, certains n'avaient pas atteint encore 18 ans. Et d'autres, une raison ou une autre, n'ont pas eu la chance d'être enrôlés. Et ayant le souci de la réussite des élections, la CENI a jugé utile de faire cette révision exceptionnelle pour prendre en compte ceux qui n'ont pas eu la chance d'être enrôlés en ce temps. Le démarrage de cette opération dans la région de Nzérékouré est une satisfaction, a déclaré le représentant de la CENI, qui se réjouit déjà de la mobilisation des populations pour ce premier jour.
Et ce qui est intéressant pour moi, c'est l'engouement qui est là. Les citoyens semblent être beaucoup sensibilisés. Et je crois que c'est une bonne chose qu'ils soient sensibilisés. Et je souhaite que partout dans les CAL, nous constatons ce bon fonctionnement des CAL. Même appréciation pour les représentants des partis politiques qui néanmoins dénoncent quelques défaillances techniques. Ça a été une satisfaction entière de ma part. Parce que j'ai vu d'abord les citoyens qui s'empressaient pour être recensés. Aujourd'hui, la première personne a été recensée devant toutes les autorités. Et malheureusement, la machine n'a pas fonctionné. Et on ne souhaite pas cela. On souhaite que tout rentre dans l'ordre, pourvu que tous les citoyens puissent se faire enregistrer. Cette opération de révision des listes électorales est une nécessité qui pourrait permettre de rendre le fichier électoral propre avant les prochaines échéances électorales. Le Parti guinéen pour le progrès et le développement anime un point de presse sur la situation sociopolitique du pays. Au cours de la rencontre avec les hommes de médias, la présidente Bintou Touré a lancé un appel aux leaders politiques de la mouvance et de l'opposition en vue de trouver une issue favorable à la crise politique que traverse notre pays. Compte rendu, Sékou Fernand Kourouma, Mohamed Lamine Kaba. Son regard est critique sur la Guinée depuis les indépendances à nos jours. Selon ses enquêtes menées auprès des populations, Bintou Touré estime qu'il reste beaucoup à faire pour instaurer des conditions décentes de vie. À cela s'ajoute un climat politique délétère à l'approche des élections présidentielles et communautaires. Face à cette réalité, le Parti guinéen pour le progrès et le développement analyse la situation socio-économique et politique du pays. Les Guinéens ont besoin de se parler autour d'une conférence nationale qui va décliner tous les événements douloureux qui ont frustré le Guinéen. Ensuite, élaborer un plan de relance de l'économie. Parce que si on n'élabore pas un plan de relance de l'économie, je crois qu'on va beau parler de l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, ça ne verra pas jour, ça va rester toujours endémique. La Guinée que veut bâtir le PGPD, c'est celle où tous les Guinéens jouiraient de tous leurs droits, mais aussi s'acquitteraient de leurs devoirs. Fort de cette logique favorable au progrès économique et culturel du pays, le PGPD appelle la classe politique au dialogue. Les teneurs de l'opposition doivent comprendre que c'est eux qui ont fabriqué les délégations spéciales. Et ce pouvoir va en user pour les mêmes fins. Il faut que l'opposition accepte de venir autour de la table pour discuter parce qu'on est maintenant dans le champ des élections présidentielles. En décembre 2015, il y a un mandat présidentiel qui sera échu et je crois qu'il ne faut pas amener le pays vers une autre transition qui va encore désagréger ou dégrader les conditions socio-économiques et la situation politique de notre pays. Bintou Touré compte faire de la Guinée un Eldorado. C'est ce qu'elle appelle oser. Voilà un appel de Bintou Touré. Nous sommes le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude de la commémoration de cette journée, l'Association des jeunes reporters de Guinée attire l'attention sur les conditions de travail des journalistes dans les médias privés. Elle a mené une enquête qui révèle qu'au sein des 30 radios privées que compte notre pays, seules 2 stations signent réellement un contrat de travail avec les journalistes et 11 radios seulement appliquent le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel fixé à 440 000 francs guinéens. Explication Yaya Silla. Une minute de silence à la mémoire des journalistes disparus au courant de l'année pour entamer cette conférence de presse. L'association des jeunes reporters a ensuite décliné le résultat d'une enquête menée dans 30 rédactions des médias privés guinéens. Enquête portant sur le contrat de travail, le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti et l'assurance. Le résultat de cette enquête est peu reluisant. Sur ces 30 radios, vous avez vu, il n'y a que 3 radios qui signent réellement le contrat avec les journalistes et il n'y a que 11 radios sur les 30 qui assurent, qui respectent le SMIG, c'est-à-dire les 440 000 francs guinéens pour payer les journalistes. Et il n'y a que 3 stations qui assurent les journalistes au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale ou au niveau d'une banque d'assurance. Et nous continuons tous les jours à longueur de journée de dénoncer pour dire que ça ne va pas dans tel ou tel secteur. Bon, on a l'impression que les gens oublient un peu cet autre secteur qui est très très important. La JGR déplore cet état de fait et dénonce d'autres pratiques dans les médias. La presse a la maison la plus sale en Guinée. Vous avez vu le rapport que nous venons de publier et c'est une série. On ne s'est même pas intéressé sur les sites
ni sur les journaux. Et ça, c'est uniquement les radios privées et quelques radios. Mais je vous dis, il y a d'autres résultats certainement très prochainement que nous allons compter. Parce qu'on ne va pas se limiter là. Il y aura une pétition qui sera signée par tous les hommes des médias afin de poser vraiment des plaidoyers vraiment pour que nous puissions changer un peu l'image de cette presse, mais notamment les conditions de vie et de travail des journalistes évoluant dans les radios privées. À l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, l'Association des jeunes reporters compte attirer l'attention des décideurs sur la nécessité d'œuvrer davantage à garantir et faciliter aux hommes de médias la pratique de leur métier. Donnant du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère du numérique, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la presse. L'un des acquis évoqués au cours de cette journée est la diversification des médias privés dans le pays et le problème fondamental tourne autour du traitement de l'information. Le constat avec Rose Pocho. Les rédactions des médias publics participent à la réflexion sur l'exercice d'une presse libre et responsable. La RTG Boulbinet, le OREA, l'AGP et la RTG Coloman, jusqu'ici responsables des médias publics au service de la population. À l'occasion de la célébration de la journée de la presse, les responsables de ces médias donnent leur avis. La liberté de la presse, telle que nous la célébrons aujourd'hui, nous la fêtons dans le travail. Comparé à d'autres pays africains encore, la Guinée a fait une grande avancée en matière de liberté de la presse. Si certains se félicitent des avancées que la Guinée a enregistrées dans le cadre de la libre expression, d'autres vont encore plus loin pour parler de la liberté dans le traitement de l'information et la gestion des rédactions. C'est un moment de réflexion pour tous les professionnels par rapport à l'exercice de leur métier, mais aussi par rapport à ceux qu'ils doivent faire en termes d'indépendance. Est-ce que cela est? Je pense que c'est là où se trouve aujourd'hui toute la problématique de la réflexion. Contrairement à ce que tout le monde peut penser par rapport aux médias publics en Guinée, il n'y a pas de texte ni de loi qui nous empêche vraiment de faire notre travail en toute indépendance et comme tous les journalistes du monde doivent le faire. Je pense qu'il y a lieu d'opérer une très grande réforme au niveau des médias de service public, tant dans leur statut que dans leur structure organisationnelle. De nombreux analystes estiment que l'indépendance des médias publics ne serait effective que lorsque ceux-ci auront changé de statut. Proclamée en 1990 par les Nations Unies, la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion de défendre les médias des attaques contre leur indépendance et se souvenir des journalistes tués dans l'exercice de leur métier. Avec la naissance de la HAC, Haute Autorité de la Communication, le journalisme en Guinée poursuit son petit lobin de chemin dans le sens de la responsabilité, le professionnalisme et le renforcement de la démocratie. Le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, permet de faire le point sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Pour parler de ce sujet, je reçois sur ce plateau M. Amadou Tam Kamara. Il est le directeur général du site d'information Guinée News, également le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Bonsoir Tam. Bonsoir Adèle. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez pris connaissance avec nous du rapport final de l'enquête menée par l'Association des jeunes reporters qui révèle que sur 30 radios privées en Guinée, seules 2 stations signent réellement un contrat de travail avec les journalistes et sur les 11 patrons sur 30, seuls 11 patrons sur 30 pratiquent le SMIC. Cela n'est-il pas un frein au développement de la presse en Guinée? Oui, ce rapport est accablant, il est certes accablant, mais il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau en ce sens que avant ces jeunes reporters, ce même constat avait été fait par une équipe dont les travaux ont été rendus publics il y a moins de 2 mois. C'est une réalité. Maintenant, je suis simplement étonné qu'il se soit limité aux radios, parce que les mêmes réalités Nous avons vu dans le reportage. Dans les reportages, voilà, ce sont valables pour étendre les travaux pour la presse écrite, pour la presse en ligne et tout. Mais moi, je vous dis que je les encourage non seulement à faire cela, mais au-delà. Il faudra qu'ils changent la structure même de leur association, qui se mue plutôt en syndicat.
parce qu'en tant que syndicat, ils pourront mieux défendre les autres. Ils ont le droit de grève et tout cela. Mais en étant, parce qu'il y a beaucoup d'associations de journalistes disparates et donc qui se gênent dans le fonctionnement, il est bon aujourd'hui que pour cette corporation-là, que les gens se syndiquent et que ensemble ils se réunissent pour pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Mais ceci étant dit, le constat il est réel, il est patent. Maintenant, il y a d'autres causes. Ouais. Eux-mêmes, en tant que jeunes journalistes, parce qu'ils sont seulement bornés sur les cas des radios. Pourquoi on est salarié dans une radio et en même temps on est employeur sur un site internet ou dans un journal? Parce qu'il y a ce problème aussi qui se pose. Mais fort malheureusement, ils se sont contentés des radios qui cachent. On a suivi le reportage tout à l'heure, ils disent qu'ils vont continuer le travail. Nous l'espérons. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. On parle de recul de cette liberté à travers le monde. Qu'en est-il réellement en Guinée? Bon, il est évident qu'il y a du recul dans un pays comme au Burundi, avec les événements qui s'y passent. En Guinée, force est de constater, quoi qu'on dise quand même, il y a une certaine liberté. Et je précise qu'aucun journaliste n'est en prison actuellement. Absolument, il faut s'en réjouir. Depuis 1991, la liberté est consacrée. En 2010, il y a une nouvelle loi sur la liberté de la presse qui dépénalise les délits de presse. Ça, c'est une vérité. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de journalistes. Maintenant, c'est dans l'exercice qu'il y a parfois des problèmes. C'est surtout lorsque il y a la situation politique, il y a une certaine tension politique. Cela se ressent parfois lors des manifestations, lors de la couverture de manifestations. Mais, et puis, on a parfois du mal à se faire comprendre avec les forces de l'ordre. La sécurité des journalistes n'est pas vraiment assurée. N'est absolument pas garantie lors des manifestations. Mais ceci étant dit, ce n'est pas seulement une réalité guinéenne, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire dans ce sens-là. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Et la Maison de la Presse, en quoi consiste sa mission? La Maison de la Presse d'abord est un creuset, un réceptacle pour l'ensemble des corporations, l'ensemble des journalistes de ce pays. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un lieu où tous les acteurs majeurs de ce pays viennent lorsqu'ils ont des communications essentielles pour s'exprimer aux journalistes de ce pays-là. Mais ce n'est pas seulement cela. Quand il y a des événements majeurs, la Maison de la Presse prend de nouvelles prérogatives. Par exemple, avec Ebola, la Maison de la Presse est devenue un centre de communication gratuit sur Ebola pendant toute la période. En 2010, c'était le centre de communication électorale. C'est là-bas que tous les résultats des élections présidentielles ont été proclamés. Quels sont les grands chantiers de la Maison de la Presse? Bien, nous sommes en train en ce moment de faire un studio radio-télé qui va être inauguré dans moins d'un mois. Ensuite, nous sommes à la quête d'une nue propriété. C'est le lieu d'en faire la demande encore au gouvernement, de doter la Maison de la Presse d'un siège digne de ce nom, à l'instar du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, afin que la Maison de la Presse qui est en location depuis maintenant 5 ans puisse avoir son indépendance. Merci M. Tam d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général du site d'information Guinée News et président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. C'est moi qui vous remercie. Ce journal se poursuit. Le ministre des Guinéens de l'étranger auprès des populations de Siléa, un district situé dans la région de Mamou, Sanoussi Bantamasso, a rassuré le soutien du gouvernement à cette communauté avant de les inviter à se mobiliser dans la lutte contre Ebola. Toutes les composantes de la société ont pris part à cette rencontre. Le point avec Algassi Mouba. Siléa est situé à 38 km de la sous-préfecture de Ourikaba dans Mamou. Ici, le ministre des Guinéens de l'étranger est venu exhorter les citoyens de ce district à cultiver la paix, l'amour et l'entente, des vertus qui leur permettront de réaliser plusieurs projets de développement. Comme le président Alpha Condé aime le dire, la Guinée est une voiture à 4 roues. Ces 4 roues
c'est la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière. Donc ces 4 régions sont condamnées à se donner les mains, à vivre ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. À cette occasion, le ministre Sanoussi Bantamasso a donné des explications sur les modes de prévention du virus Ebola. Il a invité les populations de Séléa à s'impliquer davantage dans la lutte contre la maladie. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui, Ebola continue à faire des ravages. Mais heureusement pour nous, dans la préfecture de Mamou, dans la sous-préfecture de Kaba, qui fait frontière à la République sœur de la Sierra Leone, on n'a pas eu un seul cas d'Ebola. Donc il faut continuer à sensibiliser. Nous avons dit que tant qu'il y a un seul cas d'Ebola en Sierra Leone, nous sommes exposés. Je demande à la population de Séléa de respecter d'abord l'état d'urgence sanitaire, le lavage de mains, la propriété, d'arrêter de saluer les gens. Donc ça doit être respecté par tout le monde et j'espère que le message est passé et les populations ont compris. Après le district de Séléa, le ministre des Guinéens de l'étranger s'est rendu dans le village de Bantanfreya avec le même objectif. Ces sensibilisations s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation des fils du pays afin de bâtir une Guinée unie et prospère. Guékédou, les populations montrent leur reconnaissance au président de la République, professeur Alpha Condé. Elles viennent d'organiser un mouvement de soutien du programme de développement de la 3e République. Les citoyens de Guékédou n'oublient pas l'intérêt manifesté pour leur préfecture lors du 2 octobre de Zéro-Corée. Abdoulaye Diallo. Guékédou change de visage. Grâce aux efforts du gouvernement, certaines infrastructures sociales de base sont réalisées. À cela s'ajoutent les 10 km de routes déjà en chantier. En reconnaissance de toutes ces actions, les populations se mobilisent pour réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État et à son gouvernement. Nous sommes vraiment satisfaits et nous vous rassurons que la population de Guékédou, les citoyens de Guékédou, accompagneront le chef de l'État aux élections présidentielles et nous sommes déjà convaincus que nous serons à 100% à Guékédou pour les élections présidentielles. Retouché par la marque de mobilisation, le ministre du Commerce, parrain de la préfecture, invite les populations à contribuer à la promotion de la paix et de l'unité nationale, condition sine qua non pour tout développement. On a tiré les leçons de la guerre. On a tiré des leçons de la violence. On a tiré des leçons d'Ebola. Nous voulons maintenant la paix et la quiétude à Guékédou. C'est très important. Guékédou n'a pas besoin de problème. En tant que ministre du Commerce, je demande à la Chambre préfectorale de commerce d'informer tous les commerçants qui ne sont pas des politiciens. Quand tu exerces le commerce, tu l'exerces en tant que professionnel du commerce, mais pas en tant que militant. Dans leur message, les autorités administratives ont salué l'engagement du gouvernement de la lutte contre le virus Ebola. Considéré comme l'épicentre de l'épidémie, aujourd'hui, Guékédou est à 200 jours sans Ebola. L'Association pour le développement intégré des femmes de Cancan soutient les projets de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Elles viennent d'organiser une manifestation de soutien aux actions du chef de l'État. Le nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Luceni Camara, parrain de l'association, a invité la population du Nabaya à cultiver la paix et l'unité nationale. Reportage Komara Moussa. En octobre prochain, la ville de Kankan-Nabaya va abriter les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Elle va bénéficier de nouvelles infrastructures de souveraineté et des équipements collectifs permettant à la localité d'avoir l'image d'une ville moderne. Au stade Mbaloumadi Diakité, la population manifeste sa reconnaissance au président de la République et de son gouvernement à la demande de la puissante association pour le développement intégré des femmes de Cancan. Nous, femmes de Cancan, voudrions réaffirmer et exprimer toute notre reconnaissance et notre entière satisfaction vis-à-vis des actions de développement instituées par le gouvernement du premier président démocratiquement élu de Guinée. Dans ce stade, les 27 quartiers de la commune urbaine de Cancan sont représentés. Tous s'engagent pour soutenir les efforts du président de la République.
Ousmane Kaba, député de la mouvance présidentielle et natif de la localité, a profité de cette tribune pour égrener les réformes engagées par le gouvernement de la Troisième République et annoncer les grands chantiers de développement. Le secteur des télécommunications retient toutes les attentions. Le gouvernement et le professeur Alpha Condé sont en train d'investir plus de 300 millions de dollars dans les fibres optiques. Le fait d'avoir des fibres optiques qui vont venir dans toutes les préfectures et toutes les sous-préfectures de la Guinée, ceci va placer la Guinée au cœur de la révolution des télécommunications et au cœur de la modernisation au bon gré et pour la bonne satisfaction de l'ensemble de nos étudiants. Le tout nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et parrain de l'association encourage ici la population à promouvoir la paix et à continuer le combat pour le rayonnement de la démocratie dans notre pays. Nous voudrions vraiment en appeler à l'unité d'action à Kankan, dans toute la Guinée, toutes les ethnies confondues, pour dire au professeur que ce qu'il a fait en 5 ans n'est pas allé vers des ingrats. La Guinée toute entière voudrait le récompenser et le remercier le 11 octobre. Des pas de danse de la communauté mandingue et des Massinta ont impressionné l'assistance. Sans oublier cette jeune fille qui appelle les Guinéens à l'unité nationale. Retour sur le littoral à Koya, un nouveau centre hospitalier vient d'être inauguré par le ministre délégué à la Défense nationale. L'infrastructure devrait renforcer la couverture sanitaire de la localité. Il y a eu du monde à la cérémonie qui a mobilisé autorités préfectorales et communales ainsi que les élus locaux. Reportage Mangué Dantoumassouma. La mise à disposition de la communauté de ce centre de santé rénové a mobilisé les représentants de toutes les couches sociales de Doumbouya, mais aussi des localités voisines. Dans une liesse populaire, les différents groupements féminins se sont réjouis du travail accompli après 4 ans de souffrance. Le président du conseil de quartier a loué les efforts des contribuables et rappelé ce qui reste à faire. Victime d'incendie, ce centre aujourd'hui rénové grâce à tous les citoyens et cependant confronté à un manque à gagner. Il s'agit de tables de bureau et chaises, des lits de matelas pour les patients, d'un réfrigérateur, d'un groupe électrogène pour sécuriser les vaccins, enfin d'un forage pour l'approvisionnement du centre en eau potable. Le directeur préfectoral de la santé et les chefs de centre ont remercié les bonnes volontés qui se sont investies pour cette rénovation. Réconforté par la détermination et le courage des responsables de Doumbouya, le ministre Abdul Kabele Kamara a dit que les besoins exprimés seront satisfaits. Ce centre de santé était un centre très stratégique. Tous les villages environnants en profitaient. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le gouvernement a contribué, et plus précisément, M. le Premier ministre avait transmis un message de M. le Président de la République, message qui a été vraiment d'un apport considérable. Les doléances qu'il a présentées seront satisfaites s'il plaît à Dieu. Grâce à cette action, des milliers de patients seront ainsi soulagés car le centre est situé au carrefour de plusieurs autres villages qui le fréquentent. Elle s'appelle Adama Ouri Diallo, elle a à peine ses 10 ans. Cette fillette est victime du mauvais traitement de 2 femmes qui l'ont attachée et mis le feu à ses mains. Elle lui reproche d'avoir volé la somme de 20 000 francs guinéens. Les images sont difficiles. Le reportage est signé Nabi Zakaria Bangoa. Cet acte horrible s'est produit au secteur Fompoméré à Ansoumania dans la préfecture de Dobrika. La victime, cette petite fille du nom de Adama Ouri Diallo, a seulement 10 ans. Ses 2 bras ne pourraient peut-être plus la servir. Elles ont été brûlées par ces 2 femmes qui l'ont attachée et maltraitée avant de mettre le gasoil et utiliser cette boîte d'allumettes pour le brûler les 2 mains. Selon elle, l'enfant aurait volé une somme de 20 000 francs guinéens. C'est ma soeur qui a dit à ma mère d'aller acheter des allumettes et elles m'ont brûlé les mains. Interrogées sur leur crime, elles ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. J'ai dit à ma mère de ne pas la brûler, mais de la frapper pour la faire peur. Elle n'a pas accepté. C'est moi qui l'y ai attachée et j'ai dit de lui brûler les mains. Informé sur le drame par un journaliste de la radio FM Liberté, le directeur de l'Office de protection et du genre de l'enfance et des mœurs et son équipe se sont rendus sur le lieu pour interpeller ces 2 femmes. Je me suis rendu sur les lieux pour constater les faits avec l'assistance
du commissariat urbain de Lansana, j'ai constaté la présence d'une fillette de 10 ans assise qui a eu les mains brûlées. Alors, j'ai poussé ma curiosité. On m'a dit que vraiment c'est sa soeur et sa tante qui l'ont attachée avec cette corde. Et voilà le reste du gasoil. Et voilà l'allumette qu'on a tirée pour mettre le feu sur sa main. On a aussitôt procédé à l'interpellation des 2 femmes. La victime a été transportée dans un hôpital de la capitale et les 2 femmes sont détenues par les services de sécurité à l'Opogem. Des images très dures. Nouvelle manifestation de l'opposition guinéenne, elle est annoncée pour demain. Le gouverneur de la ville de Conakry est sur ce plateau pour rassurer les populations et dénoncer le caractère illégal de cette manifestation. Je vous invite à suivre Soriba Sorel Kamara. Citoyennes et citoyens de la ville de Conakry, mesdames et messieurs, depuis le 13 avril 2015, l'opposition guinéenne s'est engagée dans l'organisation d'une série de manifestations non déclarées, en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des lois. Encore une fois, nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale sur cette forme de défiance de l'autorité de l'État, de la part des élus du peuple en leur qualité de députés. Une défiance qui prend des proportions inquiétantes. Celui qui a pour obligation légale d'assurer l'éducation civique et politique de la population invite les mêmes populations à la désobéissance civile. Je rappelle que si l'article 10 de la Constitution consacre le droit de manifester à tous les citoyens, les articles 106 et 107 du Code pénal imposent à tous le respect des préalables et les responsabilités liées à l'organisation de toute manifestation. Nous, autorités régionales et locales, notre devoir régalien est d'assurer aux populations la sécurité, la paix et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Ce devoir, sans se laisser distraire, nous allons l'assumer dans le strict respect des lois et de la dignité humaine. En tout état de cause, l'autorité régionale et les élus de Conakry ne cesseront de s'inscrire dans la dynamique du dialogue constructif, gage certain d'une paix durable, de quiétude et d'unité entre les Guinéennes et les Guinéens. Vive la République, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À bientôt.